Bonjour, je suis Stéphanie Matedi, directrice de la practice formation dialogue social au sein du cabinet Alixio. Bonjour, je suis Bertrand Bansette, avocat et associé au sein du cabinet DM Avocat. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire et nous allons commencer par deux infos qui sont tombées ce matin. La CGT signe l'accord sur les retraites complémentaires au même titre que les autres organisations syndicales. C'est assez rare et donc il faut le préciser. Et deuxièmement, vous avez entendu que aux États-Unis, la grève du secteur automobile dure. C'est un mouvement qui dure depuis 4 semaines avec 45 000 grévistes syndiqués. Première différence, effectivement, les grévistes sont syndiqués, alors qu'en France, il ne faut pas se syndiquer pour être gréviste. Allez, c'est parti pour ce webinaire. Donc, depuis les ordonnances Macron, vous verrez, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. Nous allons démarrer par des petites précisions techniques. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Vous allez avoir 3 petits sondages tout au long de ce webinaire. Nous remercions, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire et nous remercions aussi tout particulièrement celles et ceux qui ont posé des questions auxquelles nous répondrons dans le fil de tout ce webinaire. Bien évidemment, vous avez la conversation et le petit outil pour pouvoir poser vos questions tout au long de ce webinaire auxquelles nous répondrons. Nous serons avertis par toute notre équipe technique, technologique et marketing que nous remercions par avance. Merci Bertrand d'avoir aussi accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors, vous recevrez également, dernière petite information, le support que nous allons vous présenter dans les jours qui viennent, ainsi que le replay. Depuis les ordonnances Macron, toutes les entreprises doivent renouveler leurs instances représentatives du personnel. Ça se fait depuis 2022 et ça va probablement se terminer en 2024, ce qui est vraiment sur un temps très resserré par rapport à ce que nous avions l'habitude de connaître. Cela change la donne et cela change la campagne électorale. C'est-à-dire que désormais la campagne électorale doit davantage s'organiser parce que la représentation interprofessionnelle, donc au niveau national, au niveau des branches et au niveau, des entreprises, se fait sur un temps beaucoup plus resserré. Et donc chacun s'investit dans cette campagne côté organisation syndicale à ces 3 niveaux et les DRH doivent répondre à cette organisation qui se fait quasiment 1 an à l'avance et il faut, nous avons axé ce webinaire sur cette anticipation nécessaire pour les services RH sur le renouvellement de ces CSE. Vous verrez que les enjeux, bien évidemment, sont forts. Nous vous proposerons, des outils. Nous aurons, beaucoup de discussions avec, vous sur ces sujets par rapport aux questions que vous nous avez, posées. Vous voyez également que, indépendamment des 5 grandes confédérations syndicales, d'autres syndicats, d'autres cohortes, d'autres mouvements, montrent aussi, un petit peu, leur, visage parce qu'on sent bien que le syndicalisme s'affaiblit avec un taux de syndicalisation, on le sait, hein, depuis les années 90 très faible puisqu'il est autour de 10 et entre 7 et 8 dans le secteur privé et une difficulté forte à renouveler, le «parc» entre guillemets, le parc syndical, aussi bien les élus du CSE, mais surtout les délégués, syndicaux centraux. Hem Nous allons donc traiter ce webinaire en 2 parties, une partie contextuelle et une partie actualité juridique. Je vous partage tout de suite notre document. Est-ce que le document s'affiche à l'écran? Alors, c'est parti pour, l'actualité sociale. Ce qui va compter dans cette première partie, c'est, de vous expliquer un petit peu le contexte social et la façon dont, nous vous proposons d'appréhender, ce contexte. La préparation de vos élections, elle nécessite d'abord,
de faire une analyse à 360 degrés sur le contexte de votre entreprise, bien sûr, mais à l'aune de divers événements qui ont lieu à l'extérieur et à l'interne. Les événements, extérieurs, bah, vous allez voir que les événements extérieurs amplifient les tensions internes et réduisent les marges de manœuvre de votre entreprise. L'inflation, vous le savez, un climat, globalement anxiogène actuellement avec, la guerre, en Ukraine, le conflit, israélo-palestinien, le réchauffement climatique, les suites, la situation post-Covid, la réforme de retraite des retraites qui entre en application, les mobilisations interprofessionnelles, les difficultés, d'emploi des seniors sont à observer avec précision, surtout quand on est en période de renouvellement des CSE. En ce début d'année, 14 journées de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites ont particulièrement créé un climat de confiance, un climat de défiance, pardon, vis-à-vis des politiques, et elles ont été l'héritage de tensions plus anciennes, portées par le premier mandat d'Emmanuel Macron avec, vous l'avez vu, la crise des gilets jaunes et la crise de la réforme des retraites volet 1, au sortir en plus d'une crise sanitaire d'une ampleur jamais connue. Donc aujourd'hui, les priorités, elles se sont légèrement, déplacées face, à une situation, internationale anxiogène, mais également à un contexte renouvelé qui entraîne d'autres, revendications liées à l'inflation et au pouvoir d'achat. La cherté de la vie crispe les tensions, crispe le climat, en entreprise et vraiment, à regarder avec, attention. On le ressent aussi, également, les services RH sont submergés par l'application, notamment de la réforme de retraite, mais aussi, des nouvelles lois et leur propre transformation interne, d'entreprise. Donc, ces événements extérieurs sont, essentiels pour vérifier derrière les facteurs internes sous-jacents, au climat social. Alors quand on parle de facteurs internes sous-jacents et du climat social, bah, c'est la répercussion bien évidemment des événements extérieurs, mais il faut aussi peut-être travailler à l'héritage, de l'entreprise en termes d'histoire sociale, ce qui est, de plus en plus compliqué à faire, dû en partie au renouvellement des militants qui partent à la retraite est due aussi à un mécanisme de service, RH qui se renouvelle assez régulièrement. Donc l'histoire du groupe et de l'entreprise est, de plus en plus difficile à réintroduire finalement et elle est pourtant importante pour expliquer les tensions internes et le climat social d'une société. Il faut également, travailler à l'historique des dernières réorganisations. Qu'est-ce que ont les répercussions qu'ont pu avoir sur les dernières transformations que vous avez pu, faire, dans votre groupe ou dans vos entreprises? Les dernières décisions, managériales qui ont été prises et puis surtout, et on l'a vu à la suite des ordonnances Macron, les évolutions de périmètre des sites quand, nous travaillons dans un groupe, mais nous le reverrons tout à l'heure avec Bertrand. Ensuite, il faut également travailler le processus de renouvellement de vos CSE. On va revenir aussi dessus, tout à l'heure, mais comment nous allons préparer la stratégie, d'anticipation? Quels thèmes aborder? Est-ce qu'on se sert de tout ce que l'on a vécu en termes de relations sociales, au sein de l'année, précédente pour préparer les organisations? Quels sont, les modes de négociation que nous allons utiliser? Le calendrier, la préparation, la synchronisation entre les sites, et le groupe, la communication qu'il y a, à avoir. Vous voyez que tous ces sujets sont, à travailler. Ça n'est pas, le message que l'on veut vous faire passer dans ce webinaire, c'est que effectivement, ça n'est pas une simple formalité administrative. Les renouvellements de CSE est un véritable enjeu, pour l'entreprise. Et puis la dernière partie
qui compte et qui est à aborder dans cette espèce de diagnostic, préalable, bah, ce sont les relations interpersonnelles, la gouvernance et les stratégies d'acteurs. Alors ici, c'est pas compliqué. Il s'agit aussi d'observer, de travailler les postures des parties prenantes, les postures des alliés, les postures des opposants. Il convient également de se poser la question comment chacun anticipe ces élections, ses conséquences sur les résultats, car bien évidemment, les résultats des élections sont là aussi pour identifier votre paysage syndical représentatif avec lequel vous allez vous asseoir à la table des négociations pendant 4 années, ou alors entre 2 et 4 au moins, selon des dispositions, conventionnelles un peu, différentes des dispositions légales. Et c'est là, en fait, l'enjeu majeur des élections professionnelles. Avec qui, demain, nous allons nous asseoir à la table des négociations professionnelles, en plus de la pratique des relations sociales au quotidien. Alors attention, la préparation des élections professionnelles, il faut peut-être éviter de la faire en vase clos, ce qui est souvent fait, manque de temps, hein, on le comprend, entre les DRH et les organisations syndicales. La ligne managériale doit également prendre part, non seulement pour aider dans la communication, non seulement pour aider à préparer aussi, les listes électorales, pas de façon, officielle bien sûr, mais de façon officieuse et au quotidien dans la pratique des relations sociales et surtout en travaillant à l'équilibre d'un bon dialogue social et d'un bon dialogue professionnel entre managers et salariés et managers et représentants du personnel. Cela passe par, un accompagnement des managers, par des formations, aux enjeux des élections, professionnelles et au management des représentants du personnel au quotidien. Pardon. Ce que l'on voit, se développer de plus en plus, dans les entreprises pour créer un vrai lien et éviter cette, relation, quelque part binaire entre les services RH et puis les représentants du personnel ou les organisations syndicales. Alors sachez également que côté organisation syndicale, ça s'organise. Les militants s'organisent beaucoup plus fort et avec l'appui désormais des confédérations pour peser davantage dans le rapport de force parce que les ordonnances du 22 septembre 2017 ont donné la possibilité d'adapter la représentation, du personnel par accord d'entreprise et elle a également, engendré quelques problématiques. On le voit bien et sans doute avez-vous fait un diagnostic, partagé sur la première mandature du CSE. On note et les organisations syndicales notent, des difficultés à comprendre les missions exactes du CSE, des commissions et des représentants des nouveaux représentants de proximité. Souvent un manque de coordination entre le CSE, la C2SCT et les représentants de proximité. Souvent aussi un manque de moyens, nombre d'élus, nombre d'heures de délégation et un traitement des sujets, santé au travail complexes et moins lisibles du fait de la disparition de l'ancien comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail. Enfin, les réclamations individuelles et collectives sont plus difficiles à traiter parce qu'on manque de précision sur les modalités d'application. Qui fait par exemple les réclamations? Donc, lors de cette prochaine mandature et depuis déjà, 1 an, les organisations, syndicales sont beaucoup plus vigilantes et finalement, essayent de renégocier, quand il y en a, des accords CSE sur le fonctionnement de l'instance, exigent et travaillent en interne un diagnostic, partagé, et abordent cette 2e mandature des élections sous, la forme, d'un triptyque: la réalisation d'un diagnostic de première mandature, l'identification des attentes des salariés et enfin l'identification des besoins des élus, notamment en termes de communication numérique, mais également des parcours professionnels des porteurs de mandats. Nous reviendrons là-dessus en fin de webinaire. Donc de la même façon que la question du renouvellement des CSE, les confédérations
ont toutes travaillé l'enjeu des élections professionnelles pour aider leurs militants à être vigilants, à être proactifs, à être combatifs au vu des événements extérieurs et à jouer le collectif réseau. Nous avons, préparé du coup une diaporama qui est un peu une diapo pardon, qui est un peu une fiche outil, où chaque organisation syndicale, travaille sa technique et prépare ses, élections, professionnelles de façon extrêmement différente et nous vous avons fait un petit topo dans cette diapo-là. Alors, nous allons, laisser la parole à Muriel pour lancer notre petit sondage. Stéphanie vous l'a dit, peut-être vous n'avez pas entendu au début, mais on va vous sonder régulièrement Muriel? 3 fois dans ce webinaire pour prendre, le pouls après avoir, envoyé vos questions. L'idée, c'est d'avoir, vos retours sur notamment cette question: «Avez-vous vu des changements du côté de vos organisations syndicales dans l'organisation des élections?» Évidemment, c'est à choix multiples. Vous pouvez répondre, plusieurs fois et je proposerai à Bertrand et à Stéphanie de faire le commentaire en direct de vos réponses. Je vous laisse répondre. Alors manifestement, Stéphanie, et Bertrand, à la question: «Avez-vous vu des changements du côté de vos organisations syndicales dans l'organisation des élections?» On constate que le principal problème qui a été rencontré par nos auditeurs, c'est un problème pour compléter les listes des organisations syndicales. Ensuite, il y a une politique de la chaise vide qui a l'air d'apparaître, de nouvelles organisations syndicales aussi qui poussent pour entrer dans l'entreprise. Et puis, plus ou moins à égalité, en tout cas, on a des questions de mouvement intersyndical et enfin, personne ne répond, vous avez aucun d'entre vous n'a vu de pression s'accroître en termes de communication sur les réseaux sociaux. Stéphanie, Bertrand, je vous laisse, commenter ces résultats. Bertrand? Oui, alors, je ne suis pas très surpris par, cette problématique, de composition des listes et de faire en sorte qu'elles soient, pleines. On abordera cette question, sous l'angle de l'égalité homme-femme, de la représentation homme-femme un petit peu plus, loin, mais c'est une grande difficulté. Il y a eu une économie d'échelle au sein des IRP sur le nombre de mandats distribués et les crédits d'heures, alloués, mais on a quand même une grande problématique, de vocation syndicale et on va avoir une double problématique désormais, c'est d'une part d'avoir les vocations et avoir en plus une stratégie embarquante dans la durée avec les problématiques de limitation de renouvellement, Stéphanie. Oui, Si vous ça permettez, il y a une clairement, question qui complète assez bien le sondage. On a un participant qui dit qu'il y a une présence aussi plus forte des représentants des unions locales dans les négociations. oui, ça c'est le mot d'ordre dans certaines, organisations, c'est de peser, davantage et effectivement de participer, beaucoup plus, notamment au protocole d'accord préélectoral. Il faut peser le fait d'être effectivement en même temps sur un temps assez, réduit fait que, on est il y a beaucoup plus de fonctions support, hein, pour le coup, dans la maison syndicale, au niveau, des unions départementales, des fédérations et des unions locales parfois. Alors l'union locale est surtout, à la CGT, et c'est là qu'ils sont très, très actifs et c'est aussi le mot d'ordre, hein, parce qu'il faut resyndicaliser, il faut resyndiquer. On a eu une intersyndicale qui a marché, pendant Mmh. plusieurs mois, donc il faut marcher justement, sur cette idée et rester, soudés, et ensemble et la CGT dans son dernier congrès a clairement de toute façon travaillé la question de la resyndicalisation et ça passe par là, par beaucoup plus de présence, beaucoup plus de présentation de sections syndicales là où ils n'allaient pas forcément, dans des bastions, FO, notamment dans certaines, régions et c'est là où effectivement, ça commence à pousser beaucoup plus, fortement. Il faut exister, il faut se maintenir en termes, syndical et ça n'empêche pas pour autant les difficultés pour compléter leur liste, mais on le verra un petit peu plus tard. Donc l'intersyndicale, quelque part, a porté ses fruits,
en local et en tout cas au niveau des entreprises. Et on sent bien aussi qu'il y a 2 sujets qui sont, importants si vous êtes concernés. Ce sont bien évidemment le renouvellement des CSE, mais il y a un gros sujet pour certaines entreprises qui est la convention de la métallurgie et un troisième sujet qui est important pour tous, ce sont les négociations annuelles obligatoires qui pointent leur nez, et où les mouvements d'intersyndicales risquent d'être beaucoup plus nombreux, qu'auparavant. Le syndicat souhaite créer un rapport de force pour ne pas être dépassé par ses bases et pour ne pas être dépassé par d'autres mouvements syndicaux qui arrivent. On va en parler dans quelques instants. Merci d'avoir répondu à ce sondage. En ce qui concerne l'actualité sociale, juridique, vraiment sur le renouvellement des CSE, on a 4 dernières infos. Bon, alors, info, technique pour le coup, changement d'adresse. Bon, c'est depuis juillet, donc il faut l'avoir, à l'esprit. Et puis Bertrand, parle-nous un petit peu des cadres dirigeants qui peuvent désormais voter et puis, bah, du nouveau CERFA qui change quand même un peu la donne. D'ailleurs, une question nous a été posée à ce sujet: si je n'ai pas de candidat aux élections, à quoi ça sert de poursuivre le processus électoral, Bertrand? Effectivement, il y a eu un léger débat sur cette question et un changement de doctrine administrative qui a été confirmé par la publication d'un nouveau CERFA au mois d'août dernier, mais qui concerne les petites structures. On parle ici des entreprises composées de 11 à 20 salariés. Ce n'est pas nécessairement l'essentiel de notre public aujourd'hui, mais dans vos organisations, vous avez certainement des entités composées de cette manière. Alors, il y a un dispositif spécifique les concernant, à savoir que on enclenche le processus électoral comme d'habitude par une information faite large au personnel et on attend la manifestation d'intérêt des candidatures des salariés de l'entreprise pour déterminer s'il faut ou non convoquer les organisations syndicales intéressées à la négociation du PAP, du protocole d'accord préélectoral. C'est-à-dire qu'on ne convoque pas les organisations syndicales à la négociation du PAP s'il n'y a pas de salariés qui ont manifesté l'intérêt de se porter candidat. Alors la question était de savoir s'il n'y a pas de candidat, est-ce que le processus électoral s'arrête là? Le libellé de la loi le permettait. La doctrine administrative consistait à dire qu'on arrêtait tout, qu'il n'y avait pas de deuxième tour. Et le Conseil constitutionnel était d'un avis différent et a considéré que la négociation du PAP était distincte de l'obligation d'organiser un second tour. Donc, désormais, c'est ce qui a été changé, confirmé par la publication de ce nouveau CERFA pour les entreprises de 11 à 20. Même s'il n'y a pas de candidature dans les 30 jours, eh bien, on n'invite pas les organisations syndicales à la négociation du PAP, mais on organise quand même un deuxième tour électoral. C'est un peu particulier puisqu'on organise sans convoquer un PAP, donc ça bouleverse un petit peu les habitudes, mais c'est une nouveauté du mois d'août dernier. Deuxième point d'attention sur ce qui peut apparaître un point de détail, mais tout est important en matière électorale, vous le savez, et ça concerne l'électorat, avec une nouvelle rédaction de l'article 2314-18 du Code du travail. Alors on s'interroge souvent sur la position des cadres dirigeants, sont-ils électeurs, sont-ils éligibles? Le questionnement sur l'éligibilité reste pertinent, mais par contre, il n'y a plus de questions à se poser sur le point de savoir s'ils sont électeurs ou pas. Tous les salariés sont électeurs de par une nouvelle écriture de cet article qui précise que sont donc tous électeurs, l'ensemble des salariés des deux sexes. Après viennent les conditions que vous connaissez bien, d'âge, 16 ans, d'ancienneté, 3 mois, et bien évidemment de ne pas être déchu de ses droits civiques et participatifs. Merci Bertrand.
Alors, nous avons également un nouveau syndicat qui pousse et qui s'appelle Printemps écologique. Alors, si jusqu'à présent, nous avions qu'à traiter de l'évolution réglementaire sur le sujet de l'environnement et de la transition écologique, qui n'est pas un petit sujet, il faut désormais compter dans le paysage syndical sur des éco-syndicats. Donc ces derniers, ce sont bien évidemment des syndicats qui vont avoir des liens avec, des ONG, avec, des mouvements, avec, des associations, un peu comme l'est déjà, Sud Solidaire que vous connaissez, actuellement. Mais la différence, c'est que, si les confédérations ont tenté de s'atteler et comptent, s'attellent à ces sujets, en s'associant comme on a pu le voir avec la CFDT et son pacte de pouvoir de vivre ou la CGT pour, le plus jamais ça, heu, aujourd'hui, on n'avait pas imaginé la création de syndicats sur cette question qui pénètrent le terrain de l'entreprise finalement en choisissant la forme juridique d'un syndicat, donc vraiment la loi du 21 mars 1884 et pas la loi d'association 1901 comme ils avaient l'habitude de le faire. L'intention est assez claire et elle est affichée. Il faut agir dans l'entreprise sur la question de l'environnement et de la transition, climatique, en appuyant sa légitimité sur de la représentativité syndicale et en utilisant des moyens dévolus aux syndicats. Donc de nouvelles, sections syndicales, vont apparaître, dans vos entreprises. L'interpellation d'une direction d'entreprise depuis l'extérieur, finalement, de l'entreprise, glisse désormais vers une interpellation interne en entreprise, dans les CSE, dans les négociations, dans les revendications, courantes, qui mettent en situation de quasi-concurrence les syndicats traditionnels. Printemps écologique a été créé au printemps 2020, il n'y a pas de secret. Il a tenu son premier congrès en 2021. C'est Maxime Blondeau, qui est son cofondateur et son porte-parole. Et en 2022, donc 2 ans après la création de ce syndicat, on a quelques 300 adhérents, ça peut paraître peu et je pense qu'en 2023, ils sont beaucoup plus nombreux et quelques, 4 000 finalement, heu, sympathisants au niveau de la branche, au niveau interprofessionnel et ils sont actuellement, présents dans 170 entreprises et ils se développent, ça va vous rappeler des souvenirs bons ou pas, je ne sais pas, mais ils se développent un peu comme l'UNSA peut le faire. Donc, ils attaquent le terrain par des créations de sections syndicales et ils s'implantent, petit à petit. Il est d'ailleurs chez Airbus, il s'est implanté dans le groupe Airbus. Donc on voit que le syndicalisme, un syndicalisme nouveau est en train, de naître et sans doute réveillera-t-il, ou pas, c'est la question, les syndicats traditionnels. Donc affaire à suivre avec, attention. Muriel, Un nous nouveau avons sondage. un nouveau sondage pour toi, avant d'aborder la stratégie à avoir en amont. J'attends, juste avant le sondage, vous avez vu, vous pouvez poser vos questions dans le chat, on y répond et encore une fois, comme, Stéphanie et Bertrand vous l'ont dit, si jamais on n'a pas pu répondre, on prendra le temps de vous recontacter ensuite. 2e sondage qui va concerner plutôt, Bertrand qui y répondra. Hem, Est-ce que vous avez signé dans vos entreprises un accord de configuration, un accord de dialogue social, un accord relatif au vote électronique, le PAP ou bien le règlement intérieur du CSE, CSEC? Et Je vous vous laisse le temps pouvez de tout répondre. cocher. Alors, en majorité, vous avez signé le PAP. Puis, ça se partage entre un accord relatif au vote électronique et le règlement intérieur du CSE. Enfin, ce qui se détache nettement, c'est que vous êtes très peu à avoir signé des accords de configuration et finalement, dans vos réponses, c'est pareil pour l'accord de dialogue social. Vous êtes assez peu à avoir répondu, et avoir signé un accord de dialogue social. Bertrand, est-ce que vous pouvez, commenter cette, question des signatures?
Oui, alors, on a tendance à considérer que le temps électoral se résume à la négociation du protocole d'accord préélectoral. C'était le paradigme du temps des comités d'entreprise, des comités d'établissement. Aujourd'hui, l'accord de configuration, il est indispensable. On va en dire quelques mots juste après. Alors, il faut avoir conscience au travers de cette question qu'on a un certain nombre d'outils à notre disposition qui traduisent notre ambition pour le fonctionnement du CSE et la façon dont on entend vivre le dialogue social au sein de l'entreprise. S'agit-il d'une transposition plus ou moins heureuse de ce que nous connaissions auparavant, CE, CHSCT, DP, ou est-ce qu'on s'est véritablement approprié les nouvelles opportunités qu'ont offert les ordonnances pour se doter d'un paysage institutionnel à la carte, d'avoir des IRP qui nous ressemblent, qui nous conviennent, pour qu'elles soient véritablement optimum. Alors, la notion d'efficacité dans le prisme de la direction, ce n'est pas nécessairement la notion d'efficacité dans le prisme de nos interlocuteurs représentants du personnel, mais l'ambition, en tout cas, qui était portée par le législateur au travers de ces ordonnances, c'était de sortir, et c'était le vœu également de praticiens, hein, de cadres institutionnels subis, d'avoir des cadres choisis, mais pour les choisir, eh bien, il faut le dire à travers un certain nombre d'accords qui peuvent être plus ou moins sophistiqués. Donc le pape, c'est normal, parce qu'on ne fait pas d'élection sans un protocole d'accord préélectoral, sauf dans les entreprises de 11 à 20, comme on vient de le dire, où il n'y a pas une manifestation d'intérêt, mais vous avez un catalogue. Voilà. Moi, j'ai une boîte à outils à vous présenter qui permettent de remplir un certain nombre d'exigences et de marquer également des ambitions sur la façon dont on souhaite que le CSE fonctionne. Donc, normal d'avoir cette répartition. Je suis néanmoins un peu déçu, voire inquiet sur l'accord de configuration qui est indispensable, qui est véritablement indispensable, même s'il vous paraît évident, même si la configuration vous paraît évidente. Quand on a plusieurs sites, il est nécessaire, même quand on n'a qu'un seul site parfois, de passer par un accord de configuration. Il faut préciser le cadre d'expression des élections avant d'engager la négociation du protocole d'accord préélectoral. Alors, dans Merci cette Bertrand. perspective, Alors, oui, excuse-moi Bertrand. Du coup, on va en profiter. On va parler stratégie à avoir en amont du renouvellement et on va poursuivre ce petit sondage pour le coup. Et j'ai une oui. question, Bertrand, qui a été posée, et du coup, je la pose avant que tu démarres ta longue tirade. Comment fait-on euh, non, attendez, je me suis trompée. Excusez-moi, il y a tellement de questions pour Bertrand que du coup, ça m'a perturbée. Euh, Est-ce que tu peux, on se tutoie, je l'avoue, nous parler des éléments stratégiques, bien évidemment, du coup, à avoir en amont des élections professionnelles, plus particulièrement sur cette négociation du périmètre des CSE, et nous vous remercions encore d'avoir répondu à cette question, que l'on peut trouver dans un accord de configuration, parce que c'est une question qui a été posée par un invité. Et donc, du coup, cette notion d'accord de configuration va être, je pense, très importante pour vous. Donc, je te laisse la parole, Bertrand. Oui, merci Stéphanie. Effectivement, c'est pour moi la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'on n'organise pas des élections sans dire dans quel cadre on va installer les instances représentatives du personnel. Alors, dans un environnement complexe avec des US, avec des filiales, avec des établissements très spécifiques, où on a des réseaux de magasins, des entrepôts, etc., ça vient assez naturellement, mais il faut, quelle que soit l'organisation de l'entreprise, s'interroger sur le point de savoir où est-ce qu'on installe le CSE, où est-ce qu'on a de l'autonomie, où est-ce qu'on a de la direction et de
l'indépendance dans l'expression du pouvoir de direction. On a cette possibilité donc de découper une entreprise en établissements distincts avec un CSE central, avec des CSE d'établissement. La configuration de cette entreprise doit être distincte et préalable à l'acte juridique du protocole d'accord préélectoral. Donc, ça suppose d'engager une négociation avec les partenaires sociaux. Et c'est d'ailleurs un acte juridique qui est soumis à d'autres formalités de négociation que le protocole d'accord préélectoral. L'accord sur les établissements distincts se négocie avec les organisations syndicales représentatives. On n'est pas sur un protocole d'accord préélectoral soumis aux conditions de double majorité que vous maîtrisez si vous avez d'ores et déjà organisé des élections. Donc, dans cet accord, on va définir est-ce que nous sommes une entreprise unique avec un seul établissement ou est-ce qu'il y a plusieurs établissements distincts à identifier, comment se répartissent les sièges entre les différents établissements pour l'expression de la représentation du comité central. Et on peut upgrader, si je peux me permettre, cet accord avec des éléments d'un accord sur le fonctionnement du CSE. Pour faire ça, pour marquer ses ambitions, eh bien, il faut effectivement auditer le fonctionnement des IRP, puisqu'on a opéré là une petite révolution. On avait un fonctionnement qu'on connaissait très bien, c'est le CHSCT, DP. Nous avons expérimenté un premier millésime de CSE. On a parfois fait à peu près pareil auparavant dans un autre cadre d'expression. Regardons assez finement ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné. Généralement, quand on a fait installer des représentants de proximité qu'on a voulu faire fonctionner comme nos anciens DP, ça peut-être créé des difficultés. Quand on a voulu faire fonctionner nos C2SCT de la même manière que nos anciens CHSCT, ça peut-être créé également des aspérités. Donc, il faut dresser le bilan, prendre le temps, essayer de partager ce bilan pour marquer de nouvelles ambitions et se doter des outils. L'accord sur la configuration est indispensable et préalable. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien, on va solliciter l'arbitrage de l'administration, de la DRITS, qui va statuer sur la répartition de l'entreprise, l'identification éventuellement d'établissements s'il y a un point de blocage à ce niveau. Merci Bertrand. Et c'est essentiel après pour fluidifier, on dit toujours ce terme, je n'aime pas trop, mais fluidifier les relations sociales, c'est-à-dire finalement organiser le qui fait quoi entre ceux qui sont représentants, ceux qui seront représentants de proximité, ceux qui siégeront au CSE et ceux qui siégeront au CSE central. Et un accord, bien sûr, cet accord de configuration est essentiel, mais il est souvent suivi d'un accord de fonctionnement du CSE. Et quand on n'a pas tout mis, finalement, dans ces deux accords et dans le protocole d'accord préélectoral, qui est quand même très particulier, là, effectivement, on aura un dernier élément possible, c'est le règlement intérieur du CSE, qui va permettre de mettre les derniers éléments de fonctionnement des instances. On accompagne énormément d'entreprises dans cette difficulté à organiser le qui fait quoi et à travailler en partenariat avec les organisations syndicales qui portent un peu les élus et les représentants du personnel qui essayent aussi de prendre leur patte CSE, leur millésime CSE à leur façon aussi. Alors, Oui, effectivement, on a des compétences qui se chevauchent et des thématiques qui peuvent se chevaucher. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait seulement un accord de configuration des CSE qu'on n'a pas abordé le fonctionnement du CSE qu'on peut pas y revenir ultérieurement, soit dans le cadre de la posture de l'employeur sur le règlement intérieur du CSE et du CSE central,
soit eh bien, dans la négociation a posteriori d'un nouvel accord de dialogue social, évidemment. C'est très important de connaître ces différentes catégories et de se laisser la possibilité d'améliorer au fil de l'eau pendant même la vie des institutions représentatives du personnel. Alors, on vous a fait également une deuxième fiche outil qui précise, les différents types d'accords et puis, la façon, dont il faut, les négocier, donc le type d'accord et le contenu. Espérons qu'il vous soit utile et qu'on vous incite par là à essayer de négocier ce type d'accord. Muriel, est-ce qu'il y a à tout hasard des questions? Et sinon, moi j'en ai une, Bertrand. Que fait-on? Parce que là, on voit bien que, si, les élections sont dans 100 jours, comme dirait le président de la République quand il démarre un mandat, heu, on est un peu en galère peut-être pour faire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas prêt? Est-ce qu'on peut proroger, les mandats? Est-ce que c'est judicieux? Oui, Et comment on peut procéder? oui, c'est judicieux aussi, un constat partagé de ce que on n'est pas prêt. Parce que la crise Covid est passée par là, parce que l'entreprise a dû faire face à des mutations et que on n'a pas envie de replaquer ce qu'on a connu au cours des 4 dernières années. Il n'est pas interdit de se poser et de prendre le temps d'une réflexion sans nécessairement avoir une garantie qu'on aboutisse à un objectif commun, mais au moins, si on arrive à dresser le constat partagé de la nécessité de ce temps d'échange, eh bien, on réunit les conditions de négocier un accord de prorogation des mandats. La condition, je vous le rappelle, sur cet accord de prorogation des mandats, c'est qu'il est soumis à une condition d'unanimité avec les organisations syndicales représentatives. Et donc là, euh, il faut bien insister sur cette notion de constat partagé. Ça doit être un constat partagé avec tous. Mais généralement, gardez ça à l'esprit, et ça rejoint vos réponses au premier quiz. Si l'entreprise n'est pas prête, les organisations syndicales ont souvent besoin de temps pour euh, trouver des candidats, pour compléter leur liste, pour avoir des candidats qui vont obtenir l'ancienneté requise pour pouvoir intégrer ces listes. Donc il y a souvent, parmi mes clients en tout cas, des entreprises qui doutent d'obtenir l'accord de prorogation des mandats et qui l'obtiennent de par cette difficulté à compléter les listes, tout simplement. Merci. Alors, nous avons fait du coup une fiche, en résumé. Tu veux dire quelques mots, Bertrand? Oui, Ou tu as tout dit? il faut, non, on a vu l'accord d'établissement distinct qui est fondamental, l'accord de fonctionnement sur le CSE qui peut venir upgrader un petit peu notre ambition sur le fonctionnement du CSE, la façon dont nos instances interagissent entre elles. Il ne faut pas oublier l'accord également sur le vote électronique puisqu'il doit être négocié préalablement, adopté préalablement à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Donc, si vous avez besoin d'un vote électronique, eh bien, il faut avoir engagé des négociations loyales sur le sujet avant de potentiellement prendre une décision unilatérale à ce propos. Et donc, il faut maîtriser, se donner du temps, suffisamment de temps pour négocier loyalement et assumer également cet aspect logistique, parce que quand vous parlez vote électronique, vous allez nécessairement, en raffinant, tomber sur les problématiques de gestion des intérims, des salariés détachés, qui demandent également beaucoup de temps de préparation. Tu insistes, beaucoup sur, la notion de loyauté. Pourquoi? Surtout sur le Pourquoi? vote électronique ou dans tous les accords? Non, parce qu'il y a un certain nombre de dispositions législatives qui sont rédigées avec le sentiment que c'est à la carte et au choix entre le véhicule de la négociation ou de la décision unilatérale de l'employeur.
Et en règle générale, il faut bien se le rappeler, la décision unilatérale de l'employeur, elle peut être prise uniquement lorsqu'on a engagé des négociations loyales, c'est-à-dire qu'on a convoqué régulièrement tout le monde, toutes les parties intéressées, qu'on a pris le temps d'expliquer, qu'on a ouvert nos livres potentiellement avec les listes électorales ou avec l'organisation, la structuration des établissements. Si on ne donne pas les informations et le temps, il n'y a pas de négociation loyale et la décision unilatérale est susceptible d'être mise en cause. On veut vraiment que cette élection, ce renouvellement, finalement, ce soit un partenariat. Ce soit plus une obligation administrative, une obligation légale. On veut créer finalement les conditions d'un véritable partenariat, notamment avec les organisations syndicales avec lesquelles on va négocier et puis, travailler effectivement sous une question de loyauté, et pas se dire: «Bon, bah, de toute façon, c'est pas grave, s'ils veulent pas, peu importe, j'ai d'autres moyens». Et c'est comment on recrée, comment on redonne du lien et c'est là aussi les enjeux de ces élections. C'est qu'à partir du moment où on crée et on anticipe, ces élections à travers l'ensemble de ces accords, on crée du lien et ça va forcément aider et on l'a vu sur la 1re, diapositive, ça va forcément aider le contexte interne, ça va apaiser le climat social et à demain, ça aidera sur la partie renouvellement, et le fait de compléter les listes. D'ailleurs, nous allons en parler, Bertrand, parce que nous allons aborder la question des points, d'attention et donc on a un peu délimité des points chauds parce que malheureusement, on ne peut pas tout vous dire, en 1 heure. Mais, est-ce que tu peux aussi nous parler du temps électoral qui est assez, pour le coup, on l'a vu, très précis, mais la question de la parité, homme-femme également. Alors on vous a mis quelques il n'arrête plus maintenant Bertrand, hein, je le fais travailler ce matin là. Alors, Hem le temps électoral, on vous a fait, un triptyque global de ce que l'on vient de vous dire finalement et puis derrière on vous a organisé, je vous montre comme ça vous verrez que vous recevrez, d'ici, quelques jours. Hem, Quelle diapo tu veux pour t'exprimer? Celle-ci ou celle-ci me va très bien, Stéphanie. je m'en doutais. Celle-ci me va très bien parce elle est assez claire sur la temporalité qu'on a à peu près tous à l'esprit, de 90 jours avant le premier tour et de 2 mois avant l'expiration des mandats. Donc 90 jours pour l'information personnelle avant le premier tour, 2 mois avant l'expiration des mandats, information des syndicats sur l'ouverture des négociations du PAP. Et comme vous l'avez compris, il y a un certain nombre d'opérations à faire avant. Il y a le cadrage sur les établissements. Il y a également le vote électronique à envisager ou pas. Et il y a également cette nécessité de clarifier les listes électorales avec, selon vos rapports avec les intérimaires, les rapports avec les entreprises qui vous détachent du personnel. Donc tout cela, ça s'anticipe avec quand même un élément incontournable, c'est que normalement vous maîtrisez la date, vous connaissez depuis à peu près 2 ou 4 ans la date à laquelle interviendront vos prochaines élections, mais tout ça se prépare avec un peu de méthode. Donc ça, point chaud, c'est la maîtrise du calendrier, effectivement, l'anticipation des besoins. Deuxième point chaud, Stéphanie, tu me demandais d'intervenir sur l'égalité homme-femme. Effectivement, en Oui. résonance peut-être à beaucoup de jurisprudences qui ont été délivrées depuis 2020 sur cette thématique. Alors, c'est une thématique incontournable aujourd'hui et tombe désormais les premières sanctions administratives sur le non-respect des indicateurs égalité homme-femme. La thématique d'égalité homme-femme apparaît dans le cadre des élections professionnelles à plusieurs niveaux. Premier point, c'est au moment de la négociation des PAP où il faut identifier la proportion d'hommes, proportion de femmes dans chaque collège électoral. Donc, il faut avoir une idée précise
des volumes, et les volumes vont déterminer eh bien, la proportion d'hommes et de femmes à retrouver dans les listes électorales, puisque les listes électorales, la composition des listes électorales dépendent de cette proportion. Troisième information, c'est que dans l'ordre des listes de présentation des candidats sur une liste, eh bien, il faut respecter le principe d'alternance. Vous avez donc un certain nombre de contentieux qui ont vu le jour sur ces problématiques. Il n'est pas utile spécialement de les détailler ici, puisque c'est l'application mécanique de règles qui sont connues. J'attire simplement votre attention sur le fait que lorsque un surnuméraire dans une catégorie de genre est identifié et que son élection est annulée, on n'annule pas toute l'élection du collège. On annule simplement l'élection des surnuméraires surreprésentés dans une catégorie homme ou femme. Mais on ne fait pas d'élection pour compenser. Ce qui veut dire que quand on respecte pas les règles du jeu, pardon, eh bien on peut se retrouver avec des collèges incomplets dès le début d'une mandature. Donc, attirez bien l'attention de vos interlocuteurs sur ces mécanismes et l'impérieuse nécessité de respecter ces règles, puisque vous pourriez être privé d'un certain nombre de candidats dès les résultats d'élection. Merci Bertrand. Dernière idée et dernière question. On fait face à un vieillissement des cadres syndicaux et à la difficulté pour les organisations syndicales à compléter leur liste. C'est un vrai problème. Quelle solution on peut offrir? Finalement, la limitation des mandats à 3 mandats, c'est un inconvénient pour le canal syndical, mais pour le canal aussi des représentants du personnel. Les représentants peuvent avoir un double mandat au CSE, au CSEC, ils peuvent avoir un double mandat de délégué syndical et de membre du CSE. Et finalement, il y a un arrêt brutal d'émission au bout de 12 ans par l'effet de la non-possibilité de se présenter sur les listes électorales professionnelles depuis les ordonnances Macron. Donc finalement, l'investissement en temps, en formation, devient caduque quelque part au bout de 12 ans en l'état actuel des textes, et celle de penser au renouvellement des mandats qui est pourtant déjà très compliqué, celle de la remise au travail des représentants permanents au sein des grandes entreprises est également compliquée. Alors, je pense qu'il y a des éléments à prioriser si nous souhaitons compléter les listes pendant longtemps encore, et que le renouvellement se fasse. Il y a la question de la formation et de la montée en compétences des élus. Si la formation syndicale, elle est perçue comme un dispositif d'apprentissage, un outil de gestion du militantisme syndical, aujourd'hui, le dispositif de formation, il va plus loin, parce qu'au-delà de fournir des connaissances et des compétences, on voit bien que les sessions de formation permettent d'entretenir le fameux lien de solidarité, de fraternité syndicale. Et c'est ça qui est à mettre en parallèle avec l'activité salariée. Il permet aussi de poser un diagnostic sur l'état du syndicalisme, plus sociologique, plus démographique, et d'aider à trouver des solutions sur la problématique de renouvellement des mandats et d'un rajeunissement militant nécessaire. Même si la réforme des retraites a prolongé de 2 ans, ça ne va pas suffire. Alors demain, à l'heure du développement grandissant des plateformes numériques, de l'intelligence artificielle, des questions qu'elle pose en matière de défense des intérêts des travailleurs, la formation est un outil de recrutement des militants dans de nouveaux secteurs, et on l'a vu parfois dans de nouveaux syndicats. La deuxième question qui portera attention, c'est la question de la valorisation des parcours militants. Les réformes en cours sont assez faibles. Finalement, soit ce sont des grandes entreprises qui s'y collent de plus de 2000 salariés, soit quand on a un temps dédié de plus de 30 de militantisme ou de représentation du personnel, on a le droit finalement à ce qu'on nous prenne en charge
en matière de valorisation des acquis de l'expérience et puis en matière d'entretien. Vous savez qu'il y a 3 entretiens, un entretien de début de mandat, de mi-mandat et de fin de mandat. La question est pourquoi ces entretiens ne sont pas finalement valables pour l'ensemble des représentants du personnel? Avec l'IA, on peut organiser ça de façon efficace et rapide, et ça crée du lien social avec, le manager et je pense que c'est une voie qui est importante. Les relations sociales fortes passeront par des relations professionnelles, fortes, également et des dispositifs de reconnaissance des compétences acquises dans l'exercice du mandat, avec un retour, d'expérience. Alors, on a des entreprises de la, raffinerie qui le font. Il y a des choses qui sont faites sur cette valorisation des acquis d'expérience, mais demain, vous pourrez choisir vos militants à partir du moment où il y aura ces dispositifs qui seront mis en place. Parce qu'il faut donner envie, et il faut, inciter les représentants du personnel à se mettre sur les listes. Ça ne doit pas être qu'une seule entrée par les organisations syndicales, ça doit être aussi une entrée par les RH et par les managers grâce à un dispositif, grâce à un référentiel qui se rapprocherait, de votre GEPP pour, les représentants du personnel. Parce que, un ouvrier en raffinerie qui devient secrétaire, délégué syndical central, secrétaire du CESEC pendant 12 ans, au bout de 12 ans, il ne va pas forcément aimer, repartir, ouvrier en raffinerie. Il faut vraiment, se préoccuper de ça de manière, urgente. Le législateur ne l'a pas fait. Certaines grandes entreprises, montrent l'exemple. Poussons encore cette motivation pour qu'on ait un véritable, renouvellement. C'est un travail en commun, de part et d'autre, qui permettra d'y arriver et je finirai ce webinaire là-dessus. Je tenais à vous remercier d'avoir, participé. On va respecter le timing, je crois que j'ai dépassé peut-être d'une minute. Vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire. On vous invite à compléter, ce petit sondage parce que votre avis, bien évidemment, nous intéresse. Dites-nous ce que vous avez pensé du webinaire et surtout, annoncez-nous votre prochaine problématique du prochain webinaire, qu'on s'y mette et qu'on y travaille. Vous recevrez d'ici quelques jours le support et le replay, de ce webinaire. Je tenais à remercier, pour le coup chaleureusement mon camarade de classe de ce matin, pour ses interventions toujours aussi pertinentes et aussi chaleureuses. Donc merci à toi Bertrand. Et Merci. également, merci à l'équipe, Bison à la technique. Merci à Muriel, à Claudia, à Manon, à Camille, du marketing et de la communication. Bravo à tous et nous vous souhaitons une très, très belle journée.